que moi-même, nous-mêmes, nous avons été victimes de cela au Sénégal. Les gendarmes ont disparu mystérieusement. Quand on les a retrouvés, ils étaient morts. L'un des deux, on n'a même pas retrouvé son corps. Ma deuxième question. Nous portons la Côte d'Ivoire dans notre cœur et nous nous rappelons qu'en 2011, il y a eu une guerre qui a fait autour de 3000 morts. Est-ce que les leçons ont été suffisamment méditées quand nous voyons qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo ne peut pas se présenter, Blé Goudé ne peut pas se présenter, Soro Guillaume ne peut pas se présenter, Tidiane Cham ne peut pas se présenter. Au Sénégal, nous avons une longue tradition où on a empêché à des opposants d'être candidats. Et on a vu ce que ça a donné au Sénégal. J'ai peur que ce soit cela le cas en Côte d'Ivoire. Je suis préoccupé par cette situation parce que je sais, si ça continue comme ça, où est-ce que ça va déboucher. Je vous remercie. En Côte d'Ivoire, l'année 2025 s'annonce comme un tournant décisif. À l'approche de la présidentielle, deux annonces font déjà vaciller l'équilibre politique du pays et inquiètent toute la sous-région. D'un côté, le président Alassane Ouattara envisagerait un 4e mandat controversé. De l'autre, l'ancien président Laurent Gbagbo vient d'être rayé de la liste électorale, tout comme plusieurs autres figures majeures de l'opposition. Mais alors, que se passerait-il si Ouattara forçait le passage et si Gbagbo était écarté du scrutin ? Les conséquences pourraient être graves, très graves pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour toute l'Afrique de l'Ouest. Tout d'abord, revenons sur les faits. Le 4 juin 2025, la commission électorale a dévoilé la liste électorale définitive. Et surprise, 4 personnalités de poids n'y figurent pas. Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro. Officiellement, ces exclusions sont justifiées par des condamnations judiciaires ou des problèmes de nationalité. Mais pour leurs partisans, c'est clair. Il s'agit d'une stratégie d'élimination politique. Et dans l'ombre de ces tensions, le spectre d'un 4e mandat pour Alassane Ouattara plane plus que jamais. Souvenez-vous, en 2020 déjà, un 3e mandat controversé avait fait plus de 80 morts lors de manifestations. Alors, imaginez maintenant un 4e. L'opposition parle d'un passage en force. Une dérive autoritaire. Et dans la rue, la colère gronde. Laurent Gbagbo a lancé un avertissement. Il faudra qu'on envahisse toutes les rues d'Abidjan. Des mots lourds de sens dans un pays où la mémoire de la crise post-électorale de 2010 et 2011 est encore vive. Car oui, l'histoire risque de se répéter. En 2010, le refus de céder le pouvoir avait plongé la Côte d'Ivoire dans une guerre civile. Des milliers de morts. Des déplacements massifs. Des réfugiés vers le Ghana, le Libéria, la Guinée. Aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis pour un nouveau choc politique. Et cette fois, les conséquences pourraient dépasser les frontières ivoiriennes. Pourquoi ? Parce que la Côte d'Ivoire est un pilier stratégique de la sous-région. Sur le plan économique, c'est la locomotive de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Mais en cas de crise, le cacao, les ports, les flux logistiques, tout serait impacté. Et c'est l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest qui en paierait le prix. Sur le plan politique, un passage en force de Ouattara enverrait un signal dangereux. Un précédent. Un exemple pour d'autres présidents tentés par l'illimité. Et puis, il y a le risque sécuritaire. Si le pays plonge dans le chaos, les groupes armés pourraient ressurgir. Des milices, des trafics d'armes et même des infiltrations djihadistes depuis le Nord et le Sahel. Car n'oublions pas, les frontières avec le Burkina Faso et le Mali sont poreuses. Et une Côte d'Ivoire instable offrirait un terrain fertile aux extrémismes. Et que fait la CEDEAO dans tout ça ? Jusqu'ici, silence radio. Pourtant, cette organisation avait été décisive en 2011 pour faire respecter les résultats de l'élection. Aujourd'hui, elle est attendue au tournant. Va-t-elle défendre la démocratie ou fermer les yeux sur un glissement autoritaire ? Même question pour la communauté internationale. L'Union européenne. L'Union africaine. Les Nations unies.
Tous suivent de près mais tardent à agir. Pendant ce temps, les candidats exclus se battent. Gbagbo, Thiam, Soro, chacun dénonce une élection verrouillée, un jeu biaisé, une démocratie en trompe-l'œil. Certains saisissent la justice internationale. D'autres appellent le peuple à descendre dans la rue. Mais l'issue reste incertaine. Plusieurs scénarios se dessinent. Scénario 1, Ouattara se représente. L'opposition est neutralisée. Il gagne, mais au prix d'une explosion sociale. Scénario 2, un compromis s'impose. Dialogue national, retour des candidats exclus, et élection crédible. Scénario 3, crise ouverte. Violence. Reprise du cycle infernal des conflits post-électoraux. Alors, que faut-il faire? Que peuvent faire les Ivoiriens, la CEDEAO, les Africains et le monde? D'abord, refuser la fatalité. Ensuite, exiger l'inclusivité. Car sans opposition, sans débat, sans justice, il n'y a pas d'élection. Juste une mascarade. Et surtout, éviter que l'histoire se répète. Car si la Côte d'Ivoire s'enflamme, ce ne sera pas seulement un échec pour Ouattara, ni pour Gbagbo. Mais un échec collectif pour la démocratie en Afrique de l'Ouest. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo pour faire entendre une autre voix. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres analyses politiques sur l'Afrique et le monde. À bientôt.